Bonsoir à tous et merci de l'amitié que vous nous faites de nous recevoir chez vous pour ce JDS, journal du dimanche soir que j'ai plaisir à présenter aujourd'hui. Un JDS qui va s'articuler autour des titres suivants. Quelle trajectoire pour la transition? La question au cœur d'un panel animé hier samedi. Le professeur Abdoul Karim Saïdou et les journalistes Brahima Ouedraogo et Abdoulaye Bari ont partagé leur lecture sur laquelle nous nous arrêterons. Et puis économie, nous parlons de l'inauguration du siège de Coris Bank. C'était hier à Abidjan. Le bâtiment est édifié sur une surface totale de 2300 mètres carrés. La réalisation a été financée à hauteur de 225 millions de nos francs CFA. Et puis sport, l'USFA Adam remporte la 7e édition de la Coupe du Faso. C'était hier samedi au stade Issoufou Joseph Konombo. Nous reviendrons aussi sur la rencontre de ce soir en hommes. Bienvenue donc à toutes et à tous. Et tout de suite, nous commençons avec la rubrique politique. Comme annoncé en titre, le mouvement Le Balai Citoyen avec d'autres organisations de la société civile ont organisé ce samedi 28 mai 2022 à Ouagadougou une conférence publique sous le thème « Quelle trajectoire pour la transition ?» un thème qui a été développé par le professeur Abdoul Karim Saïdou, politologue, et les journalistes Brahima Ouedraogo et Abdoulaye Bari. Il ressort de ces communications que la transition est sur une mauvaise trajectoire et qu'il est nécessaire de rectifier le tir. Abdoul Karim Saïdou nous fait le point. C'est une trajectoire du chaos. La transition actuelle est sur une mauvaise trajectoire et est mal partie pour produire les résultats escomptés. C'est l'avis du panéliste Brahima Ouedraogo, journaliste de profession. Pour lui, au cours des 4 derniers mois, depuis donc l'avènement du MPSR, la crise sécuritaire s'est accentuée. Sur le plan politique, il estime qu'on assiste à la militarisation du pouvoir et à la restauration du régime déchu en 2014. Les forces armées n'ont jamais eu autant mal à leur cohésion qu'aujourd'hui. Autre élément, c'est qu'on assiste à une communication chaotique et parfois mensongère, souvent des omissions volontaires qui trahissent l'absence de transparence qui devrait caractériser cette transition. Il serait illusoire d'espérer encore un redressement de la situation nationale avec la transition telle qu'elle est engagée aujourd'hui. Le mythe est tombé. Le pouvoir militaire n'est ni plus compétent, ni plus intègre, ni plus légitime et capable d'engager la restauration de la sécurité et la refondation de l'État. Cette analyse de la situation conforte l'avis du professeur Abdoul Karim Saïdou, qui estime qu'un régime de transition est fragile pour gérer une situation de crise. Le régime démocratique, par contre, dispose de moyens plus appropriés, selon son argumentation. Le régime de transition, il est vulnérable. Vous voyez la situation en Guinée, la situation au Mali. Parce que dès qu'il y a un coup d'État, vous avez les sanctions internationales. Vous êtes sous la tutelle internationale. Le régime de transition a également des finances très difficiles d'un point de vue financier, puisque vous avez constaté qu'au Burkina Faso, le MCC, par exemple, le Millennium Challenge, qui accompagne le Burkina, a arrêté. Et certains pays également ont arrêté leur coopération avec le Burkina, voilà, suite justement au coup d'État. Brahima Ouedraogo estime qu'il n'est pas encore tard pour rectifier le tir. Il propose que le pouvoir soit remis aux civils et que les militaires retournent au front. La remise pacifique du pouvoir à un civil désigné par consensus par l'ensemble des forces vives de la nation, la relecture consensuelle de la charte de la transition, la dissolution du gouvernement et la mise en place d'une équipe resserrée, la dissolution de l'Assemblée législative de la transition et la mise en place d'une assemblée plus réduite, plus consensuelle. Le retour des militaires au front et dans les casernes. C'est la seule voie qui nous reste pour stopper la descente aux enfers de notre pays. Abdoulaye Bari, quant à lui, ajoute qu'il faut une véritable cohésion et un engagement patriotique de tous pour mener efficacement la lutte. Pour lui, les autorités doivent donner l'exemple et exprimer une vision claire. Pour que le peuple se mette en branle comme un seul homme pour une cause, il est indispensable que la vision soit claire. La question qu'on se pose, où voulons-nous aller, que voulons-nous faire ensemble? Le deuxième élément, à mon avis, c'est l'exemplarité donc du leadership politique.
Ce panel est organisé par le Balai citoyen, le mouvement panafricaniste, le cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita, Afrikaba et l'association Wensong Sida. Le secrétaire exécutif du mouvement Le Balai citoyen se dit satisfait des communications et invite les Burkinabés à s'engager pour sauver le Faso. Un regard de politologue, mais aussi de journalistes qui met fin à notre rubrique politique. À présent, abordons celle économie. Et puis c'est parti pour la campagne agricole 2022-2023. Plus de 5 300 000 tonnes de céréales, plus de 1 700 000 tonnes de cultures de rente et plus de 800 000 tonnes de cultures vivrières. Ce sont là les objectifs que se fixe le département d'Innocent Kiba pour cette campagne agricole afin de booster le manque occasionné pour la saison dernière. Intégration des systèmes de production agricole, pastorale et halieutique pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable au Burkina, c'est là le thème retenu pour cette année. Le lancement officiel a eu lieu le 27 mai dernier à Gourgou, c'est dans la commune de Tenkodogo, région du centre-est. Alexis Wenkouni Belemnaba y était pour nous faire le point. Le vrombissement de ce tracteur ici à Gourgou dans la commune de Tenkodogo marque le lancement officiel de la campagne agricole saison humide 2022. Et pour cette campagne agricole, l'engagement et la détermination de tous les acteurs est souhaité et les objectifs sont ainsi déclinés. Pour la campagne agricole 2022-2023 qui s'annonce, l'engagement et la détermination de tous les acteurs du monde rural sont nécessaires pour l'atteinte des objectifs de production agricole, déclinés ainsi qui suit. 5 398 000 tonnes de céréales, 1 798 000 tonnes de culture de rente, 897 000 tonnes d'autres cultures vivrières. L'atteinte de ces objectifs permettra de couvrir des besoins céréaliers et augmenter le revenu des ménages. La campagne agricole écoulée a été marquée par une double crise, celle sécuritaire mais aussi celle liée aux aléas climatiques, ce qui a occasionné une baisse de 10% de rendement par rapport à la campagne agricole 2020-2021. Les objectifs ainsi fixés permettront de couvrir les besoins. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel phase 2 est également lancé. Cette fois, c'est avec une enveloppe de 26,4 milliards de francs CFA financée par le fonds IDA pour 25 milliards et une contrepartie nationale de 1,4 milliard. Les résultats probants qui ont été donc obtenus à travers cette première phase ont motivé en fait le bailleur de fonds, le Burkina Faso donc à formuler une deuxième phase, ce qui a permis effectivement donc le lancement aujourd'hui de cette deuxième phase qui va innover par rapport à la première en termes donc d'activité, parce que la première phase parlait seulement donc de santé animale, mais on a ajouté la notion donc de contrôle du médicament vétérinaire qui est un fléau lié un peu donc à ce qu'on appelle les médicaments de rue. Ça touche aussi les animaux, donc on veut un peu donc assainir ce milieu. Également la question donc de l'inclusion des jeunes et des femmes en termes donc d'activités socio-économiques, développement d'AGR et autres. Et on a enfin donc la question donc de la production fourragère qui vient s'ajouter comme activité sur les premières activités qui existaient. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, pour sa part, apporte son appui technique et financier à près de 2,5 milliards de francs CFA. Au cours de cette cérémonie, plusieurs agriculteurs ont bénéficié de l'appui de la CAIMA, la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole en engrais. Une campagne agricole qui ne va sans doute pas sans risque et justement pour minimiser ces risques, certaines approches comme c'est le cas avec l'assurance agricole. Et justement, nous en parlons dans ce JDS, journal du dimanche soir. Et pour en parler, nous recevons pour vous le docteur Mohamed Porgo. Il est le directeur général de la promotion de l'économie rurale. Bienvenue docteur et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie de nous donner l'occasion de pouvoir faire de la pédagogie autour de l'assurance agricole
Et nous sommes là pour pouvoir un peu expliquer le processus et sensibiliser davantage les producteurs à pouvoir souscrire à cette assurance-là, qui est un moyen de pouvoir gérer les risques agricoles, surtout les risques de pluviométrie. D'accord. Alors, vous l'avez dit, c'est de la pédagogie que nous ferons ce soir, et pédagogie pour pédagogie. Et si on commençait à faire de plus en plus connaissance avec ce que c'est que l'assurance agricole, comment fonctionne-t-elle? Ok, l'assurance agricole est un outil de gestion des risques et comme l'élément vient de le présenter, notre secteur agricole est beaucoup dépendant de la pluviométrie et les aléas climatiques sont des éléments qui perturbent les prévisions de production et entraînent des pertes de revenus. Et pour pouvoir faire face à ce type de risques, il y a des outils que nous avons développés, notamment l'assurance agricole, qui permet aux producteurs de pouvoir transférer ces risques au marché et qu'en cas de sinistre, ils puissent bénéficier d'une indemnisation qui permet de compenser un peu les pertes subies par la pluviométrie qui n'était pas au rendez-vous. Faisons les choses avec des exemples pour quelqu'un qui décide de souscrire à l'assurance agricole, un agriculteur. Techniquement, sur le terrain, comment ça se passe? Ok, il faut dire que notre mécanisme d'assurance agricole est expérimenté autour d'un projet pilote qu'on appelle le projet de gestion des risques agricoles et alimentaires, qui est expérimenté dans 3 régions, notamment la région de la Boucle du Moun, la région du centre-ouest et la région de l'est. Et les 3 produits qui sont concernés par cette phase pilote, ce sont le maïs, le riz et puis le sorgho blanc et rouge. Maintenant, pour les 2 premières années de fonctionnement de ce projet, on a décidé de commencer par le maïs. Et donc, pour pouvoir souscrire à l'assurance agricole en ce qui concerne le maïs, il suffit d'être dans les 3 régions, être producteur de maïs, retirer les fiches de souscription au niveau des agences de la SONA et aussi de la direction et des agents du ministère de l'Agriculture qui sont au niveau déconcentré, et puis simplement payer la prime de souscription qui est autour de 12 500, dont l'État a fait un effort d'accompagnement à travers une subvention de 50%, ce qui fait que le producteur paye environ 6 200 pour pouvoir bénéficier, à l'hectare bien sûr, pour pouvoir bénéficier de cette assurance. D'accord. Alors, vous disiez tout à l'heure que c'est seulement 3 produits qui sont concernés par cette phase pilote. Voilà. Quels ont été les critères pour ces 3 produits-là? Ok, les 3 produits que je viens de citer, c'est essentiellement des céréales. Et comme vous savez, les céréales occupent pratiquement 75% de la production végétale. Et les principaux céréales sont les 3 que je viens de citer, notamment le maïs en tête, suivi du sorgho et puis du riz. Et ces céréales représentent pratiquement 80 à 86% de la consommation alimentaire des Burkinabés. Donc ces éléments ont milité à ce qu'on puisse commencer par ces produits qui sont vraiment essentiels et vitaux pour notre système alimentaire. D'accord. Alors, vous dites aussi, dans ce que vous êtes en train de définir, qu'il y a des risques, notamment la pluviométrie. Au-delà de ces risques liés à la nature, est-ce qu'on découvre d'autres risques dans le secteur agricole? Naturellement, il y a plusieurs types de risques. C'est vrai que la pluviométrie est le risque le plus fréquent, notamment les poches de sécheresse qui représentent autour de 53% des facteurs de perte de production dans le secteur agricole burkinabé. Mais à côté de ça, il y a des risques de marché, notamment liés à la fluctuation, la volatilité des prix des produits agricoles et même des intrants. Il y a aussi les risques biologiques et les risques environnementaux, notamment les attaques de criquets, les chenilles légendaires aussi, qui sont des facteurs qui perturbent un peu la production et qui sont aussi des sources de perte de production pour les producteurs. Mais bon, ils sont comme dans notre cas, la sécheresse étant l'un des risques les plus fréquents au pays. Au Burkina Faso, on a décidé de commencer par ce risque-là en proposant un mécanisme de gestion, notamment l'assurance indicielle que nous expérimentons à travers le projet PRA. D'accord. Donc certains risques ne sont pas pris en compte. On est dans un contexte sécuritaire où parfois, de façon volontaire, de l'acte de l'homme, certaines denrées sont incendiées tout simplement ou détruites. Est-ce qu'on y pense, on y réfléchit pour la suite? Justement, on y réfléchit puisque, comme je l'ai dit, c'est une phase pilote qui a commencé par le risque pluviométrique, mais on prévoit le mettre à l'échelle à partir de l'année prochaine. Mais au-delà de ça, l'idée est de pouvoir développer une centrale de gestion des risques qui va couvrir un ensemble de risques au-delà des risques de production liés à la sécheresse. Il va y avoir des éléments qui vont couvrir les risques de prix, mais aussi les risques liés à la sécurité qui commencent à devenir un élément important en termes de risques pouvant perturber notre système de production. Et c'est les éléments sur lesquels nous réfléchissons de sorte qu'on puisse avoir cette centrale-là qui va faire le maillage de l'ensemble des risques potentiels qui peut un peu déréguler notre système de production au regard de la nature
de l'agriculture qui reste un peu dominant pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire de nos concitoyens. D'accord. Alors on le sait, hein, le financement du secteur agricole, ça fait grincer les dents, surtout au niveau des institutions financières. Et pourtant, vous avez ces assureurs-là qui décident de vous accompagner dans ce projet pilote. Quelle a été la démarche, quelle approche pour avoir leur adhésion à ce projet? Et justement, l'un des objectifs aussi visés de cette assurance, au-delà de sécuriser le producteur en cas de sinistre, aussi permettre de sécuriser l'écosystème de financement agricole. Et vous savez bien, les risques de production sont des éléments qui un peu expliquent la réticence du secteur financier à pouvoir entrer dans le secteur. Et justement, ce mécanisme d'assurance, comme il est dit, participe à un peu sécuriser cet écosystème de financement, de sorte à ce que les banquiers qui ont des capitaux qu'ils veulent investir dans l'agriculture puissent savoir qu'au-delà des questions de garantie qu'ils demandent, il y a quand même un mécanisme qui les permet de pouvoir rentrer dans leurs fonds lorsqu'il y a des risques liés à des risques de production qui apparaissent, qui ne sont pas voulus, mais bon, quand ça apparaît, au moins ce mécanisme permet de pouvoir aider le producteur à compenser ses pertes, mais aussi le banquier aussi à pouvoir rentrer dans ses fonds. Donc ce mécanisme, globalement, comme je l'ai dit, ça permet de sécuriser le producteur en termes de risque, mais aussi ça permet aussi d'inciter davantage les financiers à pouvoir intégrer le secteur agricole en leur montrant que l'État met quand même suffisamment de moyens pour pouvoir sécuriser l'écosystème. À côté de l'assurance agricole, il y a aussi le système de varantage aussi que nous expérimentons. Tous ces outils-là permettent de pouvoir renforcer notre écosystème de financement agricole et permettre aussi aux détenteurs de capitaux de pouvoir faire leur entrée afin de pouvoir booster la productivité. Parce que une des grosses difficultés qu'on a aussi, c'est le faible niveau de financement privé dans le secteur. Et puis nous pensons qu'avec ces outils-là, on va pouvoir permettre de remonter la pente et puis permettre aux agriculteurs de bénéficier des capitaux nécessaires pour faire les investissements qu'il faut, de sorte à ce qu'on puisse avoir un système agricole assez performant, capable de répondre aux besoins de consommation de nos populations. Donc en clair, pour moi, agriculteur qui a une assurance, il devient possible pour moi d'aller vers une institution financière pour acquérir un prêt, booster mon activité. En clair, ça voudrait dire que si vous avez une assurance agricole, ça permet de pouvoir rassurer davantage le système bancaire, de savoir que vous avez au-delà de garantie quelque chose qui lui permet de pouvoir rentrer dans ses fonds en cas de perte, parce que cette assurance peut vous permettre de pouvoir être indemnisé en cas de sinistre. Lui, banquier qui attend derrière que vous fassiez du chiffre pour pouvoir récupérer son argent, c'est un élément qui peut lui rassurer que mon argent il est investi dans un environnement donné. Et lorsqu'il y a des risques, il y a un mécanisme qui est prévu pour pouvoir gérer ces risques-là. Donc, en réalité, comme vous l'avez souligné, ça participe à ce que j'ai déjà dit, sécuriser davantage l'écosystème de financement afin d'en tirer davantage le secteur bancaire dans l'agriculture. D'accord. Alors, on s'y réfère, pour nous profanes qui ne sommes pas forcément dans ce secteur, tout de suite, on pense à l'assurance classique que nous avons, notamment avec les assurances IRD, et on sait un peu parfois ce qu'il y a comme bisbille. Lorsque survient le sinistre, on n'est pas toujours d'accord avec l'évaluation. Au niveau de l'agriculture, comment ça se passe? Comment on évalue? Est-ce qu'on est toujours d'accord? Ok. Notre système d'assurance est une assurance indicielle. C'est un indice qui est conçu à partir des données de la pluviométrie qui sont fournies par l'Agence nationale de météo. C'est un indice qui est conçu à partir d'éléments qui captent le cumul pluviométrique sur la saison définie, et puis aussi qui permet de capter aussi les poches de sécheresse observées par exemple à la phase de floraison et aussi à la phase de végétation. Et cet indice-là a un seuil qui est fixé à 525, et lorsque la campagne agricole s'installe à la fin de la campagne, à partir des données fournies par l'Agence nationale de météo, on essaie de calculer le niveau de l'indice dans les différentes régions, et lorsque le résultat obtenu de ce calcul est inférieur au niveau du seuil, par rapport au seuil qui est fixé à 525, en ce moment on considère que la zone est déclarée comme sinistrée et tous les producteurs qui ont souscrit peuvent bénéficier de l'assurance. Et les mécanismes d'indemnisation peuvent aller jusqu'à 130 000 francs à l'hectare en fonction du niveau de perte. En général, on considère qu'il y a une perte totale lorsque l'écart du résultat trouvé par rapport à l'indice est supérieur à 320. D'accord. Alors, le 21 mai dernier, c'était à Koudougou, vous avez lancé cette cérémonie-là d'indemnisation. 11 millions, c'est la masse qui a été distribuée en termes d'indemnisation. Alors, quel bilan déjà on peut faire de cette indemnisation pour la campagne agricole 2021-2022 ?
Bon, on peut dire globalement par rapport à l'année passée, il y a du progrès sur les souscriptions parce que la première année d'expérimentation, on était autour de 490, environ 500 producteurs qui avaient souscrit à ce mécanisme. Pour la campagne agricole passée, on est à 801, ce qui fait quand même un bond de plus de 100% sur la période. En termes d'indemnisation, bon, il faut dire que notre souhait, ce n'est pas qu'il y ait des sinistres pour que les producteurs perdent leur production, mais bon, comme quand ça arrive, au moins on a prévu un mécanisme de gestion de ces risques. Et en termes d'indemnisation, cette année, on est autour de 11 millions, comme vous l'avez précisé, qui est quand même un bond de plus de 100% par rapport à l'année passée où l'indemnisation était autour de 4 700 000. Et la suite, c'est quoi après cette campagne 2021 pour Perfort? Parce que là, on est seulement dans 3 régions. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas aller? Vous dites qu'il y a une phase pilote, c'est vrai, mais le futur, c'est quoi? Ok, les prochaines étapes, c'est la mise à l'échelle à partir de l'année prochaine. Là, on va éteindre la couverture géographique aux autres régions, mais aussi on va inclure d'autres produits agricoles dans le dispositif d'assurance. L'idée étant quand même d'avoir un maillage du territoire assez intéressant en termes de superficie, en termes de zone de couverture, mais aussi en termes de produits couverts. Et dans le moyen terme aussi, c'est de regarder comment on arrive à mettre en place cette centrale de gestion des risques qui va prendre au-delà des risques de production liés à la pluviométrie, prendre en compte d'autres types dont les risques de prix et les risques aussi liés à l'environnement et à la biologie, mais aussi les risques sécuritaires qui commencent à devenir un élément important dans nos dispositifs de prévision des risques au Burkina Faso. Si vous me permettez l'expression, parmi les bénéficiaires, on a vu certains dire qu'ils étaient étonnés, surpris de voir que cela était possible parce qu'ils y ont souscrit sans forcément y croire. Est-ce qu'il y a eu des précédents? Non, il n'y a pas eu de précédent. Peut-être que c'était l'une des premières fois qu'on développait un dispositif pareil pour pouvoir gérer les risques. Et c'est normal, tout ce qui est nouveau crée un peu de la méfiance au début. Et lorsque les gens commencent à avoir des résultats, naturellement, ils sont surpris et que ça les galvanise davantage peut-être à souscrire à l'assurance. Et nous, ça nous donne beaucoup d'espoir pour dire que cette année, on s'attend à ce que le nombre de personnes qui souscrivent à ce mécanisme soit plus élevé, afin de pouvoir avoir un mécanisme qui tire davantage des leçons de l'expérimentation, et de sorte que lorsqu'on va passer à la mise à l'échelle, on puisse quand même améliorer cet indice-là à partir des leçons apprises des 3 premières années d'expérimentation. Et donc c'est une note d'espoir pour nous, et on espère que cette année, beaucoup de producteurs pourront souscrire à ce mécanisme dans les 3 régions concernées. Des producteurs qui en majorité pratiquent l'agriculture paysanne, donc l'agriculture familiale, et en la matière, très souvent, des discriminations positives, notamment à l'endroit de la gente féminine. Est-ce que c'est le cas avec l'assurance? Non, il n'y a pas de discrimination positive dans le cadre du mécanisme d'assurance agricole qui a sa phase pilote, comme vous le savez. Mais comme je l'ai dit, c'est tout producteur dans la zone d'intervention. Il suffit de produire la spéculation en question, récupérer les fiches au niveau des agences SONAR ou bien des agents du ministère de l'Agriculture qui sont au niveau déconcentré. Je parle ici des chefs de zone d'appui technique. Et puis simplement payer la souscription par Orange Money ou par cash, et puis on est bénéficiaire du mécanisme. Merci beaucoup pour la publicité. En tout cas, en somme, c'est combien d'accueils, combien d'assureurs qui vous accompagnent? Bon, en somme, notre dispositif il est construit autour de 4 partenaires, dont le ministère de l'Agriculture qui assure la maîtrise d'ouvrage à travers la Direction générale de la promotion de l'économie rurale, mais aussi la Direction générale des études sectorielles et statistiques. Et puis, il y a aussi à côté de là l'assureur qui est Sonar, qui joue le rôle d'assureur et qui commercialise les produits, qui indemnise les producteurs. Et naturellement, dans un dispositif pareil d'expérimentation, il est bon qu'on soit accompagné par des institutions qui ont de l'expérience dans la matière. Et pour cela, on a fait appel à l'agence marocaine, à la mutuelle marocaine d'assurance agricole qui nous accompagne techniquement et puis qui joue le rôle de réassurer dans le dispositif. Et comme c'est une assurance indicielle qui est basée sur la pluviométrie, on a besoin naturellement des données pluviométriques pour pouvoir alimenter notre modèle. Et pour cela, on a un 4e acteur, un 4e partenaire qui est l'Agence nationale de la météo, qui nous accompagne en termes de fourniture de données et puis aussi des prévisions de pluviométrie dans les zones concernées. Donc, voici globalement comment le dispositif est conçu pour cette phase expérimentale. Naturellement, dans la mise à l'échelle, on pense pouvoir l'élargir à d'autres assureurs pour qu'on puisse couvrir beaucoup plus de producteurs à partir de 2023. D'accord. Alors c'est déjà reparti, c'est lancé pour les souscriptions, pour cette campagne qui vient? Oui, pour le moment, on n'a pas
véritablement débarrer. On est toujours en phase de préparation de l'ensemble de la campagne parce que dans notre dispositif, le début de la campagne est déclaré à partir d'un ensemble de mécanismes que nous avons. C'est à partir du 15 mai que nous commençons à observer les événements pluvieux et lorsque, sur 7 jours consécutifs, il y a au moins 3 jours de pluie avec un cumul pluviométrique supérieur à 20 mm de niveau de pluie, on considère que la campagne pluviométrique a démarré dans la zone. En ce moment, les producteurs peuvent commencer à souscrire au dispositif. Merci bien, Dr Poago. Vous êtes venu répondre à nos différentes questions concernant l'assurance agricole. Peut-être si vous avez un mot de fin. C'est moi qui vous remercie. Puis en termes de mots de fin, vous savez bien que la campagne agricole vient d'être lancée et naturellement, notre système agricole, comme l'élément l'a montré, il est toujours dépendant des aléas climatiques et j'invite vraiment les producteurs dans les zones d'intervention de l'assurance agricole à souscrire massivement à ces dispositifs-là qui est un instrument qui leur permettra de pouvoir bénéficier d'indemnisation en cas de choc pluviométrique. Et c'est vrai que l'État accompagne le dispositif à travers une subvention de 50%, ce qui rend le coût de la prime à 6 200 environ au lieu de 12 300. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est un accompagnement très significatif, mais à côté aussi, et vous savez que notre système social est basé sur le fait que souvent les producteurs au village ont des parents en ville, ce qui quelquefois on a recours à ces gens-là lorsqu'il y a des chocs de revenus au village. Et je me dis que par exemple ce mécanisme d'assurance agricole qu'on a mis en place, les citadins en ville ici pourraient peut-être aider leurs parents au village. Ça fait déjà un effort de 50%, peut-être les 6 200 à l'hectare qui restent, peut-être que si quelqu'un en ville arrive à souscrire à l'assurance agricole pour son parent au village, ça peut être un moyen de transfert de ces risques-là à l'assureur de telle sorte qu'en cas de choc pluviométrique, en cas de choc de pluie qui joue sur le niveau de rendement ou le niveau de la production, au moins son parent puisse bénéficier de ces dispositifs d'indemnisation et ça permet en réalité de pouvoir partager le risque entre l'assureur et aussi le système traditionnel de gestion des risques en cas de sinistre. Donc c'est un moyen pour nous, c'est l'occasion pour nous de sensibiliser davantage les producteurs et puis inviter tout le monde à pouvoir souscrire à cette assurance-là. Au passage aussi, je remercie tout l'ensemble des collègues qui travaillent sur le dispositif parce que comme je l'ai dit, c'est des collègues qui sont mobilisés jusqu'au niveau de concentré et c'est grâce à tout ce travail conjugué qu'on arrive à pouvoir mettre en place ce mécanisme. D'accord. Merci beaucoup, Dr Mohamed Poago. Je rappelle que vous êtes directeur général de la promotion de l'économie rurale. Merci d'être venu répondre à nos différentes questions et en savoir davantage avec vous sur ce que c'est que l'assurance agricole. La suite de ce journal du dimanche ce soir, JDS, toujours en économie. Inauguration du siège de Coris Banque Internationale Côte d'Ivoire. C'était hier samedi. Le bâtiment édifié sur une surface totale de 1300 mètres carrés, comprenant un rez-de-chaussée, 7 étages et plusieurs salles modernes. Une réalisation qui a coûté 8 milliards 225 millions de nos francs. L'équipe de notre rédaction fait cet élément et vous en dit davantage. Ce joyau architectural qui trône dans la commune de Treichville, dans la capitale ivoirienne, n'est autre que le nouveau siège social de Coris Banque Internationale Côte d'Ivoire. L'inauguration de cet édifice a eu lieu ce samedi 28 mai 2022 devant un parterre d'invités, parmi lesquels le ministre burkinabé de l'économie, des finances et de la prospective. Était aussi présent le ministre ivoirien de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, parrain de l'événement, qui représentait également le vice-président de la République qui était le patron. La banque autrement a ouvert en terre de Burni en février 2013. Ce siège marque une autre dans les ambitions que la banque affirme. Le président du conseil d'administration, Diakaria Ouattara, donne des détails sur l'édifice. La construction de ce bâtiment s'imposait comme une nécessité, conformément à notre volonté, d'offrir à nos clients et partenaires un nouveau cadre bancaire moderne et sécurisé, s'inscrivant dans les chantiers de construction et de développement perceptible à travers la belle ville d'Abidjan. Les travaux de réalisation de cet édifice ont débuté le 30 mars 2019 et ont duré 3 ans. Entièrement financé sur les fonds propres de l'institution, le bâtiment est édifié sur une superficie totale de 1300 m². C'est l'occasion pour nous de remercier tous ceux qui ont œuvré de jour comme de nuit à la concrétisation de ce projet d'un coût total de 8 milliards 225 millions de francs CFA.
Coris Banque Internationale Côte d'Ivoire est votre banque et elle s'est faite encore plus belle pour vous accueillir. À moins d'une décennie de présence, Coris Banque Internationale Côte d'Ivoire s'est positionnée parmi celles qui comptent dans ce marché majeur de l'espace UEMOA. Ses performances parlent pour elle. La filiale ivoirienne a vu son capital initial de 5,4 milliards de francs CFA porté aujourd'hui à 15,4 milliards de francs CFA. Une dynamique que saluent les autorités de Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien, par ma voix, vous félicite pour le dynamisme du groupe et les performances remarquables affichées. Ce siège nous conforte quant aux perspectives promoteuses du groupe et tout le bénéfice qu'il saura certainement tirer de son positionnement et des opportunités de financement des investissements qui s'offrent à lui. Le gouvernement ivoirien, pour sa part, ne ménagera aucun effort pour encourager et soutenir l'implantation du groupe qui contribuera à travers son réseau à relever le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire. Pour le maire de Trècheville, François Amicha, le choix de sa commune est un honneur. J'adresse ma gratitude, ainsi que celle du conseil municipal et de nos braves populations, à monsieur le président du groupe Coris et à l'ensemble de ses collaborateurs pour leurs efforts dans le cadre de leur stratégie d'implantation dans notre pays et visant à offrir un service de qualité avec des produits adaptés et personnalisés à tous les clients. Après les discours, la coupure de ruban, arrive donc le moment de la visite des locaux proprement parlés. Édifié sur une superficie totale de 1300 mètres carrés, le bâtiment comprend un rez-de-chaussée, une mezzanine, 7 étages, une salle de marché ultramoderne, un hall clientèle de plus de 60 mètres carrés avec plusieurs guichets. La banque, autrement, à travers ce siège, dénote de l'évolution constante qu'elle a su maintenir. Elle compte parmi le top 7 des banques en Côte d'Ivoire. Des ambitions que le ministre ivoirien de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, saluera en signant le livre d'or, dernier acte de cette visite. Coris Banque Internationale est une banque dans le paysage ivoirien qui est là depuis une dizaine d'années, moins d'une dizaine d'années, mais qui a pu réaliser beaucoup de performances. Ce que nous souhaitons, c'est que la banque puisse étendre son réseau à l'intérieur du pays pour devenir une banque de proximité, pour véritablement accroître le taux de bancarisation que le gouvernement souhaite effectivement être levé, que toutes les populations puissent avoir accès aux services bancaires. Et je pense que Coris Banque, avec son potentiel, peut contribuer à cela. Coris Banque Internationale Côte d'Ivoire continue son implantation. Son directeur général a d'ailleurs annoncé l'ouverture prochaine de 5 nouvelles agences à l'intérieur du pays et bien d'autres à Abidjan pour plus de proximité. Toute chose qui renforcera des performances déjà remarquables. Après l'inauguration du joyau d'Abidjan, les yeux sont rivés vers une autre très attendue, notamment celle de Ouagadougou. L'inauguration du siège de la banque leader au Burkina Faso est prévue pour 2023. Et c'est sur ces belles images du siège de Coris Banque que nous mettons fin à la rubrique économie. À présent, celle sport. Et puis, comme on vous l'a annoncé en titre, l'USFA Dames remporte la 7e édition de la Coupe du Faso. Ce samedi, au stade Issoufou Joseph Konombo, l'ASO n'a pas pu faire le poids devant les filles de l'USFA qui se sont montrées plus fortes en inscrivant 6 buts contre 2. Elle remporte pour la seconde fois la Coupe aux grandes oreilles avec une récompense de 1 500 000 francs CFA devant le ministre en charge du sport et le président de la Fédération burkinabé de football. Assami Tiemtere y était et il nous fait le point. USFA Dame fait le doublé cette saison. Après avoir remporté le championnat national, c'est la Coupe du Faso qu'elle s'adjuge pour clore la saison. Pour cette finale face à Azo, elles se font cueillir dès les premiers moments par Fadilatou Tarnagda qui ouvre la marque matinalement. Après ce but, USFA Dame se réveille et 5 minutes plus tard, Winkou Nissara remet les deux équipes à parité suite à ce corner. Pris par le découragement, Azo va baisser les bras
et USFA en profite. Wenkouni Sara, esselé, reçoit un centre de Balkissa Sawadgo et donne l'avantage à son équipe. Elle inscrit son doublé seulement après 30 minutes de jeu. 5 minutes plus tard, suite à ce corner de Balkissa, Maïmouna Tao inscrit le 3e but de USFA Dam. Et à quelques minutes de la pause, Wenkouni Sara profite d'une erreur défensive de Azo pour mettre le KO et inscrire son triplé. De retour des vestiaires, Lala Traoré, entré en seconde période, plante le 5e but. Dans la foulée, Alimata Ouedraogo de Azo à la 73e minute réduit la marque. Malgré ce réveil, les filles de l'USFA gardent leur vivacité. À la 80e minute, Mouniratou Compaoré donne le coup de grâce à Azo. Score final 6-2 pour USFA Dam qui remporte la Coupe du Faso. Bon, c'était pas prévu, c'est un championnat. Nous, on s'est mis des objectifs, on a travaillé pour ça. Et au fur et à mesure des matchs, au fur et à mesure qu'on gagnait des matchs, l'objectif montait. D'abord la coupe, le championnat qu'on a remporté. Après, il y avait nos défis qui étaient la Coupe du Faso que nous venons de remporter ce soir. Ça a été... J'ai tiré un gros chapeau aux joueuses qui n'ont pas démérité, qui ont passé beaucoup de difficultés, beaucoup de sanctions. Voilà, parce qu'il faut reconnaître que aussi la discipline a joué pour beaucoup. Du côté de Azo, le coach dit être satisfait du parcours de l'équipe pour cette saison. Selon lui, au vu de la prestation de ses joueuses, elles auront leur mot à dire la saison prochaine. Pas du tout, je ne suis pas découragé. On ne perd jamais en jouant au foot, quel qu'en soit le résultat. Voilà, il faut savoir prendre la défaite du bon côté et puis travailler à réussir le niveau. Bon. Voilà, championnat, nous avons été 5e, Coupe du Faso 2e, bon, avec des jeunes joueuses qui sont en classe d'examen. Bon, donc on n'a vraiment pas eu le temps de s'entraîner comme l'année dernière, mais bon, je pense que ça va aller pour les années à venir. Présent à cette finale, le ministre en charge des sports et le président de la Fédération burkinabé de football apprécient l'ensemble de la saison. Pour eux, ces filles pourront représenter valablement le pays à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminine. C'était un match très ouvert. C'est vrai, le score était un peu sévère, 6-1 en faveur de l'USFA. Et je peux dire, mais il y avait quand même de très belles actions et du fair play. Donc bravo vraiment à l'USFA, l'équipe championne. Vous savez que le football féminin aujourd'hui est pris en charge par la FIFA, la CAF, comme étant un élément du futur. Chez nous aussi, c'est un élément du futur. Donc nous allons nous battre pour offrir aux femmes un bon cadre, certainement de meilleures aussi rémunérations, comme vous l'avez demandé. Mais il faut nous donner le temps de bien faire. Et je pense que cette CAN à laquelle nous participons pour la première fois, je pense que ça va être certainement le grand déclic pour le développement du football féminin au Burkina Faso. USFA Dam est donc la reine de cette saison sportive et participera à la Ligue des champions africaine version féminine. Et comme toujours dans la partie sport, le JDS reçoit pour vous Claude Romba, journaliste sportif et aussi analyste sportif. Bonsoir Claude. Bonsoir David, Nana, très ravi de vous retrouver en tout cas. Je suis content. Sentiment partagé. Et à chaud, on a vu ce match-là, cette finale, qui va donc la victoire de l'USFA Dam. C'était prévisible? Oui, il faut dire que l'USFA Dam marche depuis quelques saisons sur le football féminin. C'est vrai que l'équipe qui conteste un peu la suprématie de l'USFA, c'est bien entendu les Étincelles. Mais les Étincelles n'étaient pas pour la finale, donc on s'attendait vraiment à un match pratiquement à sens unique. Et c'est ce qui a été donné de voir. Même si l'équipe des Oisillons, l'association sportive des Oisillons, avait fait déjà sensation dès les premières minutes avec ce but venu d'ailleurs de Tarnada, mais ça a été que feuille de paille. Parce que bon, après on a vu l'USFA qui a pris la pleine mesure, pilonner la défense avec maître artificier qui est donc Wenkouni Sara qui a réalisé 3 tirs de précision, un triplé. Elle a même été élue joueuse à JSB de la finale parce que la JSB aussi a récompensé aussi la joueuse de la finale. Et donc voilà, on peut dire que ça a été une belle finale. On a eu
beaucoup de gestes techniques très intéressants. Je pense que le football féminin aussi est en train de faire son bonhomme de chemin. Il faut les encourager. Vous avez vu le président de la fédération qui a dit que c'est un nouveau produit, ou en tout cas la FIFA mise beaucoup sur le développement du football féminin. Maintenant, il va falloir donc qu'au niveau de la fédération burkinabé de football et du ministère des Sports, on fasse beaucoup plus d'efforts pour la rémunération de ces filles-là, parce que la Coupe du Faso, c'est 1,5 million francs pour les dames. Je pense que c'est, quand on compare à la Coupe du Faso des hommes qui fait 10 millions pour le vainqueur, bon, je pense que quand même le fossé est assez grand, même si on ne veut pas avoir l'égalité parfaite, mais je pense que quand même 1,5 million, il va falloir peut-être revoir la hausse, peut-être aller jusqu'à 7 millions, pourquoi pas, pour permettre donc d'équilibrer un peu les choses, puis véritablement encourager le football féminin. Sinon, vraiment, on a été gratifié d'un beau spectacle, ça nous a vraiment surpris. C'est la 7e édition de la Coupe du Faso, parce que ça commençait en 2011. Après, il y a eu une longue période donc de parenthèse, et puis bon, ça a repris de plus belle. Et aujourd'hui, c'est la 7e édition avec la victoire donc de l'USFA. L'USFA qui inscrit pour la 2e fois son nom au palmarès, mais on peut dire que l'USFA, qui s'appelait autrefois Gazelle, les Gazelles qui ont déjà remporté une fois, donc on peut dire que l'USFA, c'est le 3e trophée donc, de l'USFA dans cette compétition. Bravo en tout cas à la Ligue de football féminin qui est dirigée par la secrétaire exécutive Annick Pikbougoum, qui fait également un bon, il faut reconnaître, son équipe fait du bon boulot pour le football féminin qui a atteint ce niveau-là. C'est grâce aussi à elle, c'est grâce aussi à Madame Tal Isabelle, qui est la présidente de la commission football féminin, mais c'est vraiment les efforts conjugués de ces dames-là qui ont permis donc aujourd'hui au football féminin burkinabé d'atteindre le cap de la Coupe d'Afrique des Nations, que les étalons vont participer pour la première fois à la CAN féminine. Ce sera donc du côté du Maroc. Et d'ailleurs, les filles de Pascal sont en regroupement et je pense que très bientôt, elles vont s'envoler pour le Nigeria, après la Tunisie, avant donc de retrouver le Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations. Bonne chance donc aux filles de Pascal Savadougou. Vraiment, on est ravis quand on voit quand même ce football conjugué au féminin. Vraiment, je suis ravi, il y a de l'espoir, parce que le football burkinabé revient de loin. Aujourd'hui, le football féminin compte parmi les grandes nations. Donc on est quand même content pour cette évolution-là. Maintenant, il faut encourager. Peut-être que vous allez dire que je parle un peu trop, mais je pense aussi qu'il faut y aller. Et puis bon, peut-être que je vais faire juste une petite demande aussi à la fédération, c'est vraiment de changer le nom de l'équipe nationale maintenant, quoi, parce que étalon d'âme, il n'y a pas étalon d'âme, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que étalon, c'est pas d'âme. Maintenant, on dit jument, c'est péjoratif. Peut-être qu'il faut trouver un nom. On avait déjà fait ce plaidoyer-là. Il va falloir très rapidement trouver un nom pour les étalons d'âme. Ça fera sans doute l'objet de d'autres échanges. Voilà, les gens pensent à Gimbi du Burkina, d'autres disent princesse du Burkina, d'autres disent Yenega du Burkina. Dans tous les cas, il y a beaucoup de propositions. Maintenant, il appartient à la fêtière donc de choisir le nom qui sied pour ces Amazones-là. D'accord. En tout cas, déjà, encore une fois de plus, bravo à l'USFA Dame qui remporte donc la 7e édition. Donc 3 titres à l'actif. Et puis, ce soir également, il y a eu chez les hommes AS Douane et ISCO. Tout à fait. Il faut dire que c'était une finale inédite à l'AS Douane et l'USCO. C'était donc au stade Issoufou Joseph Konombo. Et c'est l'AS Douane qui est monté sur la plus haute marche du podium avec le trophée qui a été... Il faut dire que la finale a été présidée par le Premier ministre Albert Ouedraogo. Donc ça a été une finale assez intéressante entre deux équipes qui sont donc de divisions différentes. Il faut dire que l'AS Douane donc de la première division et l'USCO en jaune, l'équipe de la 2e division. Mais on n'a pas senti véritablement une différence de classe sur le terrain, tant le match était assez équilibré entre ces deux formations, même si dès le départ on a vu l'AS Douane qui a voulu rapidement faire la différence grâce donc à IB Michael, qui a été véritablement un poison pour cette défense de l'USCO. Et je pense que UB, c'est très fort logiquement qu'il a été élu joueur AJSB de cette finale. Et donc IB, on a vu véritablement une première mi-temps qui a pratiquement tourné à sens unique pour les Gabelous, qui vont ouvrir la marque grâce à IB Michael, qui était dans tous les bons coups sur cette tête, sur un coup franc de
Valentin Nouma, le latéral gauche de cette équipe de l'AS Douanes, et donc la tête bien à propos de IB Michael, qui permet évidemment au Gabelou de remporter cette finale, la première. Je peux dire, c'est la première coupe pour cette équipe de l'AS Douanes qui avait l'ambition d'être championne de la saison. Ils n'ont pas pu, mais ils peuvent se consoler avec ce titre de vainqueur de la Coupe du Faso qui leur permet évidemment de représenter le Burkina Faso la saison prochaine en campagne africaine. Il va falloir maintenant pour les Gabelous de se renforcer véritablement parce que franchir le cap, aller donc en campagne africaine, c'est une autre histoire et il va falloir être beaucoup costaud pour aller très loin dans cette campagne africaine parce que pour nous, l'essentiel ici n'est pas de participer parce qu'on connaît que l'équipe de l'AS Douanes, il y a quand même les moyens qui y sont parce que c'est quand même les douaniers, c'est quand même les Gabelous. On se dit qu'on va mettre les moyens pour être à l'ambition de cette campagne africaine. En tout cas, bravo à Kone Yaya et à Basile Guissou, le président de l'AS Douanes, qui n'a ménagé aucun effort. Je vois qu'il a beaucoup travaillé pour son équipe. Maintenant que ce cap est passé, on veut les voir grandir en campagne africaine. Bravo donc à cette équipe de l'AS Douanes qui remporte la 35e édition de la Coupe du Faso avec à la clé 10 millions de francs CFA, comme on l'avait dit. Et donc l'USCO, l'Union sportive de la Como, équipe de deuxième division, s'en sort avec 7 500 000. Il faut rappeler également que l'USFA a joué le match de classement hier à Bobo Dioulasso et l'USFA a battu l'équipe de Raimo au tir au but. Donc c'est l'USFA qui est troisième, donc qui va empocher 5 millions de francs CFA. Raimo 4, 2 500 000 francs. Et puis bon, les autres équipes qui étaient en quart de finale vont empocher chacun 500 000 francs. Voilà pourquoi je dis il faut aussi penser aux dames et renforcer un peu la cagnotte au niveau des dames. D'accord. En tout cas, les réactions de ces deux entraîneurs ne se sont pas fait attendre. Notre équipe leur a tendu leur micro. C'est un match de coupe, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et je pense que les jeunes ont cru et on a marqué ce but à la première mi-temps. Pour nous déjà, depuis la première mi-temps, le travail était fait. Il fallait maintenant en seconde mi-temps gérer. Et on a vu cette équipe de l'USCO en seconde mi-temps nous créer pas mal de difficultés. Voilà, je voudrais profiter de votre micro pour vraiment saluer cette belle équipe et vraiment que je découvre, qui a émerveillé plus d'un ici. Voilà, je pense que l'avenir pour la saison prochaine pour cette équipe de l'USCO, je pense que l'USCO va faire parler d'elle la saison prochaine. Voilà, pour nous, il s'agissait vraiment de faire l'essentiel. Voilà, une coupe, ça se gagne. Voilà, on a vu le Real de Madrid hier battre sur le score d'1 but à 0 Liverpool. Alors, je pense que les jeunes gens ont su gérer les moments difficiles du match et jusqu'à partir avec le gain du match. Vous avez constaté que j'ai perdu mon meilleur défenseur parmi les 4, c'est l'un des meilleurs défenseurs. Dès qu'il est sorti, c'est là-bas où j'ai pris le but. Alors, mais je pense qu'ils ont été meilleurs plus que nous. Voilà, on n'a pas démérité. On est venu de très loin. Et je regrette vraiment de cette défaite. Tant plus qu'on a cru jusqu'à la dernière minute. On pensait pouvoir, en tout cas, faire un exploit et que les dieux du football n'ont pas été avec nous. On va aller faire le bilan et puis se préparer pour attaquer le championnat de l'année prochaine, pouvoir accéder à la première division. Et puis Claude Ramba, lors de ce match, était présent. Le Premier ministre, il a été également interviewé par notre équipe. Nous avons assisté à une très belle rencontre, un match très enlevé et nous avons senti un engagement des deux équipes à gagner. Et ça, c'est une très bonne chose. Et donc je voudrais, au nom du président du FASO, féliciter l'équipe de l'AS Douanes pour avoir remporté cette coupe. Bien entendu, l'équipe de l'USCO, qui est en deuxième division, qui est en 2-2, n'a pas du tout démérité parce qu'elle s'est battue jusqu'au bout. Mais le sort a voulu qu'on ait un vainqueur. Et pour cela, donc, je voudrais féliciter cette équipe-là. Et j'ai constaté également l'engagement, l'engouement du public quant à cette coupe. Ce qui veut dire que ce public-là est déterminé donc, en ce qui concerne le football. Et au niveau du gouvernement de la transition, nous réitérons notre engagement à soutenir le sport en général et le football en particulier, à accompagner le football pour un meilleur développement.
Claude Romba, la présence du Premier ministre au stade, geste fort aussi? Oui, geste fort, ça montre qu'au plus haut niveau, on soutient le football. Maintenant, on est un peu déçu du fait que l'engouement n'a pas été à la hauteur de cette finale parce que le public a fait le déplacement, je ne dirais pas massivement. C'est vrai qu'il y avait un bon public, mais on aurait pu avoir mieux. Mais je pense également aussi qu'on doit peut-être tirer le leçon pour dire qu'il n'y a pas d'événement sans communication. On n'a pas senti qu'on devait avoir une finale de la Coupe du Faso parce qu'il n'y a pas eu de communication derrière. Et il va falloir vite corriger, ou en tout cas si on veut emmener le monde, il va falloir aussi mettre l'accent sur ce côté-là qui est la communication. Vraiment, la Coupe du Faso ne doit pas passer inaperçue comme, voilà, c'est quand même la Coupe du Faso qui est dotée du trophée du président du Faso. Donc je pense que quand même, il faut mettre un peu plus de communication pour amener un ensemble de beaucoup d'hommes, de monde au stade. Et puis il faut dire que la Coupe du Faso, normalement, ça doit être une belle fête. Hein. Voilà, il faut pas aussi que ça puisse passer inaperçu sans qu'il y ait, par exemple, des prestations d'artistes. Je pense que c'est un peu ça. C'est là aussi qu'il faut peut-être mettre en adéquation sport et culture pour permettre évidemment je pense qu'il y a d'autres qui ont dit non, il y a peut-être le contexte sécuritaire et tout ça. Mais oui, c'est ça. C'est là où on montre notre capacité de résilience par rapport à tout ce qu'on vit. Pour dire qu'au-delà de tout, le football, le sport vit, la nation burkinabé vit et que la nation burkinabé vit aussi au travers du sport, mais aussi avec la culture. Donc si on avait peut-être allié culture et je dirais sport ici, en permettant donc aux artistes de venir prester, ou en tout cas des artistes de renom, c'est là également aussi qui allait mettre en communion cette belle fête-là pour montrer que le Burkina Faso tient debout, que le Burkina Faso vit. En tout cas, c'est ma façon de voir. Et c'est une occasion aussi qui a été celle de récompenser le RCK. Oui, évidemment, le RCK qui a été champion de la saison depuis la semaine écoulée, on a profité de cette finale de la Coupe du Faso pour récompenser l'équipe du RCK, le RCK qui a reçu un super trophée. Il faut dire que bravo à la Ligue de football professionnel et à la Fédération burkinabé de football qui ont vraiment innové avec cette coupe assez particulière qui était assez jolie en tout cas pour le RCK. Maintenant, peut-être que ce qu'il faut déplorer, c'est éviter donc de mélanger les deux événements parce que là, on a vu l'AS Douanes qui aurait voulu prendre la pleine mesure donc de l'espace qui leur était offert, du moins pour jubiler par rapport à la finale de la Coupe du Faso. Malheureusement, ils ont dû restreindre pour pouvoir donc permettre également une fenêtre aussi aux champions. Non, je pense qu'il ne faut pas aussi mettre les choses. Voilà, il faut les faire séparément. Il faut trouver un moyen pour permettre de célébrer le champion à la fin de la saison du championnat. Ça aurait peut-être donné plus d'éclat ou le lendemain, mais véritablement mélanger ces deux aspects-là. On a vu, ça n'a pas donné ce que ça pouvait donner comme résultat, malheureusement. Mais je pense qu'on a cru bien faire aussi. On tire les enseignements de tout ce qui a été fait. Vraiment, bravo à la Ligue de football professionnel. Ce n'était pas du tout évident parce qu'on avait beaucoup de pression tout au long de cette saison par rapport donc au championnat, par rapport à la Coupe du Faso. Mais finalement, au finish, le sport a gagné. Au finish, c'est le fair play qui a triomphé. Au finish, tout le monde gagne. Et je pense que bravo à la Ligue de football professionnel qui a essuyé beaucoup de critiques, mais qui au finish nous offre quelque chose de beau au final, en apothéose. Je pense que c'est ça aussi le football. C'est ça aussi le piment parce que voilà. Et je pense qu'on est tous contents aujourd'hui de voir la fin de la saison avec le sacre en Coupe du Faso de l'AS Douanes et le sacre en championnat du RCK, le sacre en football dames. Donc, que ce soit en championnat et en Coupe du Faso, c'est l'Union sportive des forces armées qui est montée sur le toit du Burkina Faso. Vraiment, bravo. On a eu une très belle saison de football et je pense que l'année prochaine aussi, on prévoit, en tout cas, on espère que les perspectives sont bonnes pour permettre d'avoir une saison aussi époustouflante, une saison à beaucoup de suspense jusqu'à la fin. Je pense que bravo à toutes les équipes, bravo à la fédération, bravo à la Ligue de football professionnel, et bien bravo aux sportifs. Et puis une autre prestigieuse coupe, cette fois-ci nous sommes hors du Burkina Faso, nous parlons du 14e titre remporté par le Real de Madrid. Il s'agit là de la Ligue des Champions, 1-0, c'est le score de cette victoire du Real de Madrid, but marqué à la seconde mi-temps par un certain Vinicius Junior, et ce qui fait que le Real de Madrid remporte son 14e titre. Réaction à chaud, Claude Romba?
Il faut dire que c'est un titre qui est mérité, parce que quand on regarde un peu le parcours du Real Madrid, ça a été un parcours de champion, parce que éliminer le PSG, éliminer, Chelsea, éliminer encore Manchester City et puis venir gagner Liverpool, je pense que ça, ce n'est pas la chance, c'est quand même du talent. C'est vrai que dans cette finale, on peut reconnaître que le meilleur n'a pas gagné, mais le mérite du Real aurait été d'être réaliste, et ce but de Vinicius venu à l'heure de jeu est venu donc montrer tout le réalisme et toute l'envie de cette équipe du Real de pouvoir remporter son 14e trophée. Et on a vu, ils ont vraiment jubilé comme des gamins, et vraiment c'était assez intéressant. Autre fait également aussi à noter, c'est quand même cet exploit de Thibaut Courtois, qui a été véritablement l'homme de ce match-là, une muraille infranchissable qui a donné véritablement des cauchemars à Mohamed Salah ou à Sadio Mané. Je pense que le plus fort a été le Real. Bravo donc au merengue qui remporte le 14e titre. Je crois que c'est l'équipe la plus titrée dans cette compétition. Je pense qu'il mérite, avec également aussi un très grand Karim Benzema, qui aujourd'hui, plus que jamais, est grandissime favori au titre de Ballon d'Or cette saison. Bravo au Real Madrid. Peut-être également aussi que ça a été la dernière apparition de Sadio Mané avec les Reds de Liverpool. On a vu que le Sénégalais a pratiquement dit au revoir aux supporters de Liverpool. Il est annoncé du côté du Bayern Munich. On attend de voir. Dans tous les cas, ça pourrait être la dernière. Ça a été la dernière. Je pense que c'est quand même le dernier match de Sadio Mané. Bravo en tout cas au Real Madrid. Bravo à Liverpool. Ils nous ont montré. C'est vrai que la finale n'a pas été d'un très 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 grand niveau, mais quand même il y a eu beaucoup d'émotions. C'est ce qu'on peut retenir au Stade de France. Et puis il y a eu ce fait-là, un but refusé. Quel est votre regard pour certains problèmes d'arbitrage? Non, je pense que c'est le règlement qui a été appliqué à partir du moment où le gardien est sorti, c'est-à-dire c'est comme il y a des permutations en sport, voilà. Donc c'est que le gardien qui est parti donc à l'abordage, je pense que c'est Fabinho, je ne sais plus qui était dans les poteaux, c'est lui qui prend la place du gardien, donc il n'est plus un joueur comme les autres, donc voilà, il y a hors-jeu. Je pense que c'est le règlement, et c'est bien d'ailleurs que ça arrive en finale de la Ligue des Champions pour que tout le monde puisse voir et que tous les supporters également puissent voir. Voilà, les supporters au Burkina Faso aussi puissent comprendre aussi les règles du jeu, parce que si une action pareille se produisait au Burkina Faso ici, ça allait être la catastrophe. On allait donc insulter les arbitres, on allait les traiter de tous les noms, alors que là on a vu que la passe est venue de l'adversaire, donc du joueur de Liverpool, mais on a jugé de l'intentionnalité. Ça n'a pas été une passe, ça a été dévié de façon pas volontaire, donc ça ne constitue pas une passe, et évidemment on prend cela en compte, et aujourd'hui ce but a été refusé. Logiquement d'ailleurs, il faut le dire, et heureusement d'ailleurs que cette règle-là existe pour montrer qu'il ne faut pas tirer avantage d'une position avancée, et c'est ce qui a été fait. Voilà. Donc, et on termine avec cette question, ce sera la dernière. Alors on a vu, vous avez parlé tout à l'heure d'engouement qui a manqué par rapport à la Coupe du Faso, mais on a vu cet engouement hier. Plus personne dans les rues, tout le monde braqué devant son écran. Quelle est cette stratégie de communication qui permet que tous les Burkinabés soient devant leur écran? Il faut dire que d'abord c'est la Ligue des Champions. Voilà, c'est la plus grande compétition au monde. Ensuite, quand vous voyez tout ce qu'il y a comme batterie de communication derrière cette Ligue des Champions, il ne faut pas faire donc de publicité. On a vu donc les télés cryptées qui passent pratiquement tout le temps à revenir sur cette affiche. Et évidemment, quand c'est une affiche de rêve comme ça, évidemment, c'est ça, je dis, il n'y a pas d'événement sans médias. Donc toute la communication qui a été faite autour, évidemment, ça galvanisait davantage, et tout le monde avait envie de voir cette finale-là. Et voilà, donc ça donne cela. C'est quand même la Ligue des Champions. Quand vous entendez donc ce refrain-là, cette musique-là, je pense que ça fait déjà frémir. Et déjà, ce sont les prémices de la communication à partir de là, pour dire que cette musique, partout où vous l'entendez, ça devient comme une marque déposée. Et je pense qu'on doit en arriver là, que au niveau du championnat national, on ait cette musique qui permet donc de rentrer. On sait que c'est le championnat national. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est en train d'aller vers ça pour une identité. La Ligue 1 française le fait si bien. Pourquoi pas, comme on dit, il faut copier les bonnes pratiques. Et je pense qu'essayer de les dupliquer ici, et je pense que ce n'est pas sorcier. On peut toujours le faire avec l'accord et l'apport donc des artistes burkinabés. Pourquoi pas? Je pense qu'on peut le faire maintenant que
la fédération, ou le ministère des Sports, ou la fédération burkinabé de football et donc le ministère de la Culture, peut-être peuvent lancer évidemment peut-être un petit concours pour déterminer la musique du championnat et puis bon, récompenser. Et peut-être après, derrière, il y aura des droits et tout ça. Je pense qu'il faut penser à tout ça aussi. Proposition de Claude Romba. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos différentes questions. Je rappelle que vous avez animé la rubrique sport avec nous dans ce journal du dimanche soir que j'ai pris du plaisir à présenter. Et puis merci également à vous tous qui avez pris du plaisir à nous suivre. Dimanche prochain, vous retrouverez votre serviteur Geoffroy Vara qui, quand bien même n'étant pas sur ce plateau, a travaillé de bout en bout pour que nous puissions vous servir ce journal du dimanche soir qui n'a pas forcément été à la hauteur de vos attentes. Toutes nos excuses pour les manquements. Et rendez-vous est pris pour dimanche prochain. D'ici là, bonne suite de programme sur Tri TV.